bienvenue. Merci à vous de nous rejoindre pour votre rendez-vous sportif dominical Sport Week-end. Un programme chargé aujourd'hui. Nous parlerons des tirages au sort des groupes de qualification pour l'Euro 2016. Football encore avec les tops et les flops de notre expert Mickaël Madar. Le dossier du jour, c'est l'envers de la médaille à Sochi. Puis enfin, le portrait de la semaine, c'est celui d'un jeune épéiste franco-israélien que vous découvrirez dans cette émission. Avec moi, sur ce plateau, Fleur Citruc, David Sambel, Julien Baloul, Sarah Koskiewicz nous rejoindra dans quelques instants. Bonsoir à tous. Et je vous propose d'ouvrir cette émission par les tirages au sort de l'Euro 2016 qui ont eu lieu à Nice. On revient sur cet événement haut en couleur qui annonce une nouvelle grande réforme de l'UEFA avec Jonathan Selem. C'est la grande originalité de ce tirage. Pour la première fois de l'histoire de l'Euro de football, le pays organisateur, en l'occurrence la France, a été placé dans un groupe de qualification, celui qui ne comporte que 5 équipes, contre 6 pour les autres. Mais les matchs de l'équipe de France seront considérés comme amicaux et aucun point ne sera comptabilisé sur ceux-ci. Ce sera donc ainsi le cas pour tous les matchs du groupe I, le groupe de la France et du Portugal, du Danemark, de la Serbie, de l'Arménie et de l'Albanie. Évidemment, on est sûr d'être qualifié, mais d'avoir des matchs de bon niveau pendant 2 ans, c'est pas toujours évident de trouver des adversaires pour des matchs amicaux. Et puis là, malgré tout, il y aura un classement, même si à la fin, le nôtre ne comptera pas, mais ça rajoute un petit peu de motivation par rapport aux matchs qui nous attendent. Autre subtilité, pour des raisons liées aux droits TV, désormais centralisés par l'UEFA, les plus grosses équipes comme l'Angleterre, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne et les Pays-Bas étaient assurées de figurer dans une poule de 6 sans croiser la route des Bleus. Et au vu de ce tirage, aucun cadre européen ne sera vraiment en difficulté pour se qualifier pour les phases finales. L'Euro 2016 sera le premier à 24 équipes alors qu'il se jouait à 16 jusqu'à présent. En conséquence, les qualifications auront moins d'intérêt dans l'absolu, sauf peut-être pour des équipes comme celle d'Israël qui espèrent enfin pouvoir se qualifier pour une phase finale d'une compétition internationale. Elani Freret aura peut-être une chance, elle se trouve dans le groupe B en compagnie de la Bosnie, des Diables Rouges de Belgique, du Pays de Galles, de Chypre et d'Andorre. Et Michel Platini de parfaitement expliquer en quoi ce nouvel Euro à 24 équipes sera plus intéressant. C'est formidable que nous puissions accueillir 8 équipes de plus pour le championnat d'Europe. L'Euro est toujours une grande fête et le prochain en France sera la plus grande de l'histoire. Plus de personnes suivront la compétition à travers l'Europe, ce qui va aider au développement du football européen. Les fans vont adorer notre nouveau système parce qu'ils peuvent rêver plus facilement de voir leur équipe participer aux phases finales. Dernière nouveauté, enfin et non des moindres, les rencontres se joueront selon le concept dit de la semaine de football. Les matchs pourront ainsi avoir lieu tous les jours de la semaine et non seulement les mardis et vendredis, ce qui signifie qu'un vrai fan de foot pourra regarder les matchs des grandes équipes tout au long de la semaine et ne plus choisir quel match suivre lors d'une unique soirée globale. Et nous rejoignons par Skype notre spécialiste Mickaël Madar. Mickaël, bonsoir, bienvenue. Bonsoir Valérie. Alors que pensez-vous de ce nouveau format de l'Euro, Mickaël ? À vrai dire, vous m'avez quand même éclairé sur ce qu'allait être le prochain Euro, parce que j'avais pas trop compris. Mais maintenant, je vois que c'est quand même une formule qui peut éventuellement qui peut marcher. Je pensais, moi, que les points de la France contre des équipes comme le Portugal ou le Danemark allaient être comptabilisés. Je vois que non, ça sera considéré comme des matchs amicaux. Donc c'est, je pense, une bonne formule. Maintenant, on va toujours retrouver les mêmes équipes. Qui vont arriver donc au championnat d'Europe et peut-être, j'espère, quelques surprises et en espérant peut-être Israël aussi, bien sûr. Alors Mickaël, c'est l'heure des tops et des flops de la semaine. On commence par les bonnes nouvelles. Monaco suit le rythme et puis Reims, 3-2 avec un peu de difficulté quand même. Oui, c'était très compliqué pour Monaco, qui joue toujours bien sûr sans Falcao. Ils ont eu la chance de marquer un but dans les arrêts de jeu contre une équipe de Reims qui a été très compétitive. Maintenant, on se retrouve avec une équipe de Monaco qui met un peu la pression sur Paris. Ils ont quand même mis la pression sur Paris pendant une demi-journée. Bon, Paris a gagné malheureusement pour eux, mais je pense que jusqu'à la fin de la saison, on va retrouver un Monaco derrière Paris à 2 ou 3 points. Ça va jouer jusqu'à la fin, c'est bien. C'est pour la fin du championnat, ça va être une bonne chose. Alors, Olivier Giroud marque un doublé, fait une passe décisive alors qu'il était vivement critiqué la semaine dernière. Oui, c'est vrai. Après ces déboires un peu d'ordre privé, 2 buts, une passe décisive, un bon match. Je pense que grâce à ça, il va faire un peu oublier cette affaire d'adultère.
auprès de la presse et auprès du public qu'il a pas lâché pendant pas mal de temps. Alors Antoine Griezmann, chez les tops encore, qui joue à la Real Sociedad, marque un nouveau but contre le Barça et frappe encore plus fort à la porte de l'équipe de France, Mickaël Madar. Oui, c'est sûr. On a un Antoine Griezmann qui est très performant depuis le début de la saison. Il l'a montré encore contre le Barça, contre les 2 confrontations contre le Barça. Il a réussi à marquer et faire une passe décisive. C'est sûr qu'après une longue suspension avec l'équipe de France, avec les espoirs, maintenant on va peut-être lui redonner sa chance en A. Et je pense que c'est un candidat potentiel pour pouvoir faire cette prochaine Coupe du Monde au Brésil avec l'équipe de France. Alors Mickaël, on va passer au flop. Et justement le Barça qui perd son match ce week-end et qui en plus aussi perd la première place de la Liga. C'est quand même assez catastrophique pour eux. Ils ont été en tête du championnat depuis le début de saison. Donc après cette défaite contre la Real Sociedad, le Barça qui se retrouve maintenant dépendant des autres équipes. L'Atlético qui va jouer ce soir, le Real Madrid qui a gagné, donc ils sont 2e. Maintenant ça dépend plus d'eux. Dommage. Alors un mot sur la Bundesliga, Dortmund et Leverkusen perdent à nouveau ce week-end et ça c'est vraiment pas digne d'équipe qui joue la Ligue des Champions, Mickaël. Ouais, c'est très décevant de voir une équipe comme Dortmund se faire ridiculiser à Hambourg qui est avant-dernier du championnat, Leverkusen qui va perdre à Wolfsburg, 2 équipes qui sont quand même qualifiées pour les 8e de finale de la Champions League. C'est vraiment décevant pour le championnat allemand qui est supposé être quand même un bon championnat. Merci beaucoup Mickaël et à bientôt sur i24 News. Et j'accueille David Sandel. David, en Ligue 1, il n'y a qu'un seul mot à dire. Paris est magique. Quelle que soit la compétition, il gagne. Alors avant de commencer, avant de parler de Ligue 1, je voulais vous dire que vous m'avez tous manqué. Après 3 semaines, je n'étais pas là. Le PSG fait peur car le Paris Saint-Germain en chiffres, c'est 11 buts lors des 3 derniers matchs, toutes compétitions confondues, dont 4 buts à l'extérieur face à Toulouse lors de cette 26e journée de Ligue 1. On compte aussi un triplé pour l'homme fort du Paris Saint-Germain, Zlatan Ibrahimovic, qui conforte un peu plus sa place en tête du classement des buteurs avec 22 réalisations en 25 matchs. Merci beaucoup David. Tout de suite, les JO de Sochi. Et on peut le dire, ces JO de Sochi ont tenu leurs promesses. Sportivement, les amateurs de sport d'hiver ont été rassasiés. Il y a eu de l'émotion, des jolies histoires et surtout du très beau sport. Cependant, quelques scandales ont terni ces jeux si chers aux yeux de Vladimir Poutine. Tout d'abord, un scandale de tricherie, Julien Baloul. Oui, alors Sochi, oui, tout à fait. Sochi et scandale. Sochi, vous voulez dire Sochi. Des semaines qu'on prononce le nom tous les jours, allez savoir ce qui se passe. Sochi et scandale, c'est vrai que ça fait un peu de pair. Ces derniers temps, il y a plusieurs scandales avec Sochi. C'est vrai qu'on a été scotché devant la télévision. On a été scotché avec tous les scandales et bien avant, et je pense que ça va continuer même bien après. Bon, entrons dans le vif du sujet. Valérie, le premier scandale dont je voudrais vous parler, c'est la polémique après la médaille d'or remportée par la Russe. Alors, je me suis juré de vous laisser prononcer le nom de Alors, la on Russe. y va. Stornikova. Voilà, c'est elle qui a remporté la médaille, alors que selon les spécialistes et selon les médias, ça devait être la Coréenne du Sud, Kim Yoona, qui aurait dû avoir le titre. Et c'est un vrai scandale. Dans la presse sud-coréenne, on est très très en colère contre la Russie. Il y a des titres comme Kim Yoona verse des larmes face au despote russe. C'est un résultat injuste. Kim Yoona n'a pas perdu, c'est la Russie a gagné. En fait, plutôt les juges ont été accusés d'avoir triché en faveur de la Russe et c'est pas totalement fondé. Pourquoi ? Parce que l'un des juges est ukrainien, il s'appelle Yuri Balkov et il était au centre d'un scandale au JO de 1998 et un autre juge, sa femme est l'ancien président, un autre juge qui s'appelle la Russe Alla Shevkova est la femme de Valentin Pissev qui est l'ancien président de la Fédération russe de patinage artistique. Donc on sent les conflits d'intérêts et il y a un vrai scandale sur cette première médaille et il y a une deuxième accusation de tricherie et cette fois-ci ça concerne les athlètes français. On sait que la France a fait une très belle performance. 15 médailles. Exactement, 15 médailles. Mais le record a été entaché par des accusations de tricherie qui ont été déposées par les délégations slovènes, canadiennes contre un triplé historique des Français en ski cross. Mais ça a été rejeté. Donc les 15 médailles restent bien aux Français. Bon, un problème de dopage également, Julien ? Un problème, il y a eu 5 problèmes, Valérie, de dopage. C'est assez impressionnant. Il y a eu un festival... Notamment sur un skieur autrichien, il me semble. Oui, alors il y a plusieurs cas. Il y a eu je cherche mes mots, excusez-moi, une Ukrainienne, une fondeuse ukrainienne, il y a eu un Autrichien, comme vous l'avez dit, une biathlète allemande. En général, à chaque fois qu'un athlète est contrôlé positif au test de dopage,
sa médaille est annulée. Systématiquement, il y a quand même 5 cas qui ont été relevés positifs. Bon, et puis alors 5. une histoire abracadabrante. Un loup a été vu dans la chambre d'une athlète et ça fait le tour du net. Oui, alors quand même pour vous dire, ça a été posté par une personne sur place, une membre du comité olympique américain pour être précis, 2600 retweets lorsque la photo du loup a été postée sur Twitter. Et la vidéo que vous voyez, donc elle a été mise avec le tweet, la vidéo que vous voyez a été vue sur YouTube 4 642 000 fois en quelques jours à peine. 4 millions. Et c'est un fake, et évidemment. c'est un faux, c'est le présentateur Jimmy Kimmel qui est à l'origine du loup, de la blague du loup. Merci C'était filmé à beaucoup Los Julien. Angeles. Allez, tout de suite, on passe au portrait de la semaine. Et le portrait du jour, pour la première fois, le championnat d'Europe d'escrime cadet et junior se tient à Jérusalem. Ça commence dès demain. 1000 escrimeurs sont attendus de toute l'Europe et parmi eux, un jeune franco-israélien, Fleur Citruc. Oui, c'est le numéro 3 israélien chez les cadets. Théo Kletz a 16 ans, il est né en France et vient tout juste d'acquérir la nationalité israélienne et c'est la première grande compétition internationale où il va porter les couleurs d'Israël. En plus, ça se passe chez lui à Jérusalem. Alors imaginez, il s'est entraîné intensément pour cette compétition. Comment ça se passe? Comment on se prépare pour ce genre de compétition? C'est 4 fois par semaine, 4 à 5 heures par jour après l'école, car quand même Théo est un élève très sérieux. Et ce jeune escrimeur fait partie des 16-18 ans, les plus jeunes espoirs d'Israël. C'est sur cette génération que compte beaucoup le pays pour ramener des médailles, parce qu'on sait Israël, contrairement à l'Italie ou encore la France, n'est pas vraiment réputé comme une grande nation de l'escrime, mais peut-être que ça va changer. Allez, direction Jérusalem et partons à la rencontre de ce Zorro des temps modernes. Regardez. L'escrime, Théo est tombé dedans quand il était petit. À 6 ans, c'est un peu par hasard que sa mère l'inscrit au club de Boulogne, en région parisienne. Théo a 6-7 ans, comme tous les petits garçons de son âge. Il rêvait quand même un peu de Zorro, il faut bien le dire. Donc il était très enthousiaste à l'idée de faire une semaine de stage en escrime. Et puis après, on est arrivé en Israël. Et donc la première chose qu'a fait mon mari en arrivant ici, c'est de lui trouver un club. Le jeune tireur enchaîne les succès. Arrivé 2e au Baccabiade, il décroche la Coupe d'Israël chez les cadets en 2013. Souvent, ça va se jouer au mental. Je sais que moi, 2-3 jours avant la compète, ça commence à tourner très fort dans la tête. Donc. Théo a pris la nationalité israélienne l'an dernier. Kletz, Israël. Pour la première fois, il va porter les couleurs bleu-blanche lors d'une compétition internationale. C'est la première fois. Et puis, j'en fais plus que ça soit ici à Jérusalem avec Israël sur le dos. Ouais, c'est quelque chose. C'est quelque chose. L'escrime est traditionnellement dominé par l'Italie, la France, la Hongrie et la Russie. À côté, Israël fait figure de petit pousset, mais l'entraîneur de l'équipe nationale croit aux chances de ses tireurs. Nous venons de rentrer d'une compétition internationale en Allemagne et un de nos escrimeurs juniors, Yuval Freulich, est arrivé 12e. Il y a pas mal de réussites chez les cadets et les juniors et ça commence aussi chez les seniors. On espère que ça va se concrétiser en médailles. Et notre rêve, bien sûr, ce sont les Jeux Olympiques de Rio en 2016 et ceux d'après. Je me suis réveillé un peu tard, j'ai pris beaucoup de touches et après quand j'ai commencé à remonter, c'est un peu tard. C'est des bons entraînements en général. Comme tous les bons tireurs, ouais, on s'entraîne bien. La tenue des championnats d'Europe cadets juniors à Jérusalem est un événement exceptionnel. Pour Théo, c'est une chance unique de jouer dans la ville qu'il aime, devant ses proches et sa famille. Et pourquoi pas de décrocher un ticket pour les championnats du monde. Un beau reportage de Fleur Citruc et Maxime Pérez. Allez, on termine cette émission par du basket et on prend des nouvelles des Spurs de San Antonio qui ont disputé 3 matchs cette semaine, mais sans Tony Parker, cette fois-ci, Sarah Koskevic. Bonjour, et oui, effectivement, on s'attendait à une semaine très difficile pour les Spurs de San Antonio. Ils ont donc disputé 3 matchs, c'est pas rien. Et ils sont sans Tony Parker qui est malade et indisponible jusqu'à nouvel ordre. Et pourtant, ils ont gagné 2 de ces matchs. Donc, ils ont gagné face aux Clippers sur le score de 113 à 103, puis face aux Blazers sur le score de 111 à 109. Une seule petite défaite face aux les Phoenix Suns qui s'inclinent
à 106,85, donc c'est pas non plus dramatique ce vendredi soir. Et en l'absence de notre Tony Parker, c'est l'Australien Patty Mills qui s'est illustré et qui a été auteur de 25 points contre les Clippers et 29 contre les Blazers. Ça a été le principal moteur des 2 victoires des Spurs, qui restent toujours bien installés à la 2e place de la conférence Ouest. Et cette semaine a été marquée également par le retour du meneur d'Oklahoma City. Comment ça s'est passé? Alors on est content, effectivement. Russell Westbrook a retrouvé les parquets ce jeudi soir après 8 semaines d'absence. Il s'était blessé au genou, nous en avions parlé déjà sur ce plateau. Il revient sur le terrain alors que son équipe est au top. Avec 43 victoires et 13 défaites, pour l'instant son équipe a le meilleur bilan de la NBA. Et on est content d'ailleurs parce que s'il continue comme ça, il a marqué 16 points, c'est bien pour un retour. Merci beaucoup Sarah Koskiewicz. Allez, c'est la fin de cette édition, on se retrouve demain. Restez avec nous, l'info continue sur i24 News.